Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cet atelier retour terrain de nos amis du CH d'Arles autour de la problématique de la gestion des identités et des accès en préparation d'Hospi Connect. Je vais passer la main à Thomas et Kylian pour se présenter en premier. Bonjour, moi je suis Thomas Sabatier, directeur des services numériques du centre hospitalier d'Arles et des hôpitaux des Portes de Camargue dans le GHT Hôpitaux de Provence, mais j'y reviendrai après. Et du coup, bonjour, moi c'est Grosset Kylian, je suis coordinateur sécurité sur l'hôpital d'Arles et les hôpitaux des Portes de Camargue et aussi intervenant au niveau du GHT 13 pour le projet IAM, SSO et Hospi Connect. Nous sommes également très heureux d'être accompagnés sur cet atelier par les gens de NUMI France et spécialement les équipes du service IAM. Donc je vais passer la main à Guillaume et Olivier pour se présenter. Bonjour à tous, donc moi je suis Guillaume Macquart, je suis manager de l'équipe IAM à NUMI France, équipe de 10 personnes aujourd'hui qui réalise la diffusion des solutions de notre partenaire ILEX Next Publica. Effectivement 10 personnes qui réalisent toute l'intégration de la partie gestion des identités, des différents modules de SSO et puis le troisième module qui est le module de CMS, Card Management System. Voilà, donc on est une équipe basée à Amiens et on accompagne tous les établissements en métropole et dom-tom. Bonjour à tous, moi je suis Olivier Casal, je suis à la direction commerciale de NUMI France et je me suis beaucoup occupé de l'avant-vente sur ces technologies IAM. On a la chance d'avoir Next Publica ILEX avec nous. Je les remercie déjà de nous accompagner sur ces journées. On a besoin de nos partenaires, vous le savez, pour la réussite de ces journées. Et bien sûr, je remercie aussi le centre hospitalier d'Arles, Thomas et Gillian, c'est un atelier qui va vraiment être très intéressant puisque c'est un retour d'expérience. On va avoir la chance en plus d'avoir du live, puisque Kylian a voulu nous faire, malgré les fameux effets démo, une présentation en live. Donc ça va être quelque chose d'intéressant. Et puis merci à tous d'être présents à l'atelier. Voilà. Alors, en termes d'ordre du jour, donc on va faire un petit zoom sur la plateforme ILEX et le partenariat Next Publica NUMI France. J'ai bien été à la plénière hier. Et donc après, on va parler du contexte et des enjeux du CH d'Arles. Ensuite, une démonstration live. Et finalement, les étapes clés et les retours d'expérience et les points de vigilance qu'il faut avoir sur ce type de projet. Et finalement, les perspectives Hospi Connect et la roadmap produit qui va avec. Bien entendu, il y aura une phase aussi de questions-réponses où vous aurez tout le loisir de poser les questions que vous voulez. Alors sur cette slide, c'est moi qui parle, donc je vais me mettre de côté. Sur la plateforme Next Publica ILEX, donc on a une plateforme 360 qui permet de gérer tous les use cases en termes de gestion d'identité et gestion des accès. Elle s'articule autour de 4 solutions. La solution ILEX Identity Management, plus connue dans le monde de la santé par MPP, Meibo People Pack, qui va vous permettre de gérer le cycle de vie de vos utilisateurs au sein de votre centre hospitalier, depuis leur arrivée jusqu'à leur départ, avec la gestion de leurs habilitations et la gouvernance de leurs accès. La solution ILEX Access Management, plus connue historiquement sous le nom de Sign & Go, qui est une plateforme 360 qui va gérer l'ensemble des accès, les authentifications, donc c'est un hub d'authentification, et une fois que l'utilisateur est authentifié, qu'il soit en externe ou en interne, sur des postes maîtrisés ou non, sur des chariots, des tablettes, ainsi de suite, il va pouvoir accéder à l'ensemble de vos applicatifs de manière transparente avec le SSO. Après, on a la partie ILEX Card Management, qui est une solution qui va vous aider à gérer et à piloter les supports d'authentification que vous utilisez au sein de votre établissement. Par exemple, nos amis du CH d'Arles l'ont utilisé pour inscrire une application dans le Desfire au niveau des cartes CPS pour éviter les clonages de cartes et ainsi de suite. Et finalement, on a une solution ILEX Customer IAM
qu'on déploie beaucoup dans d'autres secteurs d'activité, mais les usages arrivent de plus en plus, et je pense que ça va arriver dans le monde de la santé. C'est pour gérer les parcours d'inscription des usagers et d'accès à certains applicatifs au sein des établissements. Donc là, on parle de gestion des patients pour leur créer automatiquement des comptes et leur permettre d'accéder à certains applicatifs de votre SI. Alors, je passe la main à Olivier pour nous parler du partenariat NUMI Next Publica. Merci Nizar. Alors, je reconnais plusieurs personnes dans la salle, donc je sais qu'il y en a qui connaissent ce partenariat. C'est un partenariat de longue date, hein. Il a démarré il y a 16 ans maintenant. Il y a 16 ans, on parlait des cartes CPS déjà. On parlait déjà d'une certaine forme d'obligation de mettre en place ces cartes CPS. Bon, les années ont passé. Aujourd'hui, vous le savez, les réglementations s'accélèrent. Et aujourd'hui, vous êtes plusieurs à être équipés. Après, c'est des projets au long cours, hein. Et puis d'autres le sont peut-être pas encore. Donc, c'est des choses qu'il faut prévoir. Et il y a, et ce sera l'objet de cette présentation d'aujourd'hui, il y a des programmes nationaux, dont Hospi Connect, qui vont aider pour les hôpitaux à financer ces projets-là. Donc voilà, ça va être intéressant de découvrir ça. Le partenariat, on s'est amusé à compter le nombre d'utilisateurs actifs. C'est une centaine d'établissements aujourd'hui qui utilisent ces technologies et qu'on a accompagné, les équipes de Guillaume ont accompagné sur des projets, et ça représente presque un demi-million d'utilisateurs. Donc ça, c'est des agents hospitaliers qui utilisent tous les jours leurs outils d'authentification. Voilà. C'est chez nous, et on en est fiers, on a une dizaine de consultants qui sont à même de mettre en place et de déployer ces technologies chez vous. C'est pas simple, hein, parce que c'est des consultants qui sont très recherchés, les consultants en matière cyber, vous le savez. Donc voilà, on est content de les avoir, de les fidéliser. Il y en a qui sont là depuis le début et donc qui ont une grosse expérience. Donc quand vous démarrez des projets avec ces équipes-là, vous êtes tranquille, ça va bien se passer. On le verra après dans notre présentation, on va insister sur deux aspects. Donc vous avez compris, on va parler Hospi Connect, on va parler aussi de l'homologation Pro Santé Connect, qui est importante pour un éditeur comme Next Publica ILEX. Et puis une nouveauté, la compatibilité avec le portail TOM qui va vous faciliter l'enrôlement de vos cartes CPS. Voilà, c'est des aspects qu'on va aborder. Je crois, Guillaume, tu voulais dire un mot aussi ? Non, rapidement, effectivement, rajouter ce que vient de dire Olivier. ILEX travaille aujourd'hui sur cette nouveauté de... Alors, enrôlement, c'est plutôt de commande de cartes, hein, carte CPS, directement au travers des outils IM et CMS. Et effectivement, on a des échanges réguliers avec l'éditeur. Moi, je les rencontre tous les mois. C'est une organisation qu'on a mis en place il y a quelques mois de ça déjà. On les rencontre également au moins 2 fois par an pour tout ce qui va être roadmap et échange autour des évolutions, des remontées que vous, les adhérents, vous nous faites. Donc, effectivement, c'est juste pour vous montrer aussi là que nous, NUMI France, on est aussi pour vous écouter et remonter l'information auprès de l'éditeur. Voilà. Ok, bon, je vais prendre ce micro-là. Moi, je vais vous parler un peu de notre GHT déjà, les hôpitaux de Provence. Donc le GHT 13, c'est 13 parce que c'est un GHT départemental, donc celui des Bouches-du-Rhône, qui contient aussi 13 établissements plus 1. Donc dans les 13, on va retrouver un CHU, l'assistance publique hôpitaux de Marseille, après des centres hospitaliers généraux comme Aix, Salon, Martigues ou Arles éventuellement, des centres hospitaliers spécialisés de psychiatrie et des établissements orientation gériatrique plutôt dans la catégorie hôpitaux de proximité. Et le 14, c'est l'hôpital interarmé de l'Aveyran. Donc ce GHT-là, c'est environ, c'est écrit, donc on a 9300 lits et places sur le territoire des Bouches-du-Rhône qui correspond environ à 2 millions d'habitants. Et on adresse sur l'ensemble 29 000 professionnels, dont une partie non négligeable est à la PHM, hein, je dois le dire quand même.
Voilà, donc globalement, c'est un gros GHT qui a beaucoup de force, mais donc, comme tout gros GHT, des complexités aussi à gérer. D'un point de vue projet IAM, c'est un sujet qui avait été lancé en 2019, qui devait démarrer début 2020. Ça a pris un peu de retard pour les... Ça prend un peu de retard, en effet. Et effectivement, on avait commencé à travailler sur quelques établissements du GHT 13. On avait commencé à initier le travail auprès de la PHM. Donc, il y a eu des choses qui ont été faites à la PHM pour l'ensemble des établissements, sur tout ce qui est accès extérieur, depuis l'extérieur avec de la fédération d'identité. Donc, ça, c'est quelque chose qui tourne et qu'on continue d'alimenter aujourd'hui pour l'ensemble du GHT 13. Et effectivement, on a aussi commencé à travailler avec certains établissements de ce GHT, comme la Ciotat qui était l'un des premiers établissements à qui on a équipé la solution d'IM ILEX. Et puis voilà, sont venus les autres, comme le CH Aubagne, le CH Allo, le CH Arles, évidemment, qui est lauréat d'Hospi Connect et qu'on accompagne encore aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, ce projet de GHT 13 est toujours un projet en cours qui prend beaucoup de temps. Et on a, je regarde au fond de la salle, puisque Claire Gérard a rejoint le GHT 13 et va nous accompagner effectivement sur le déroulé en fait de ce beau projet et continuer dans cet élan, en tout cas un élan qui va être bien relancé, je l'espère. Ok, après, comme tout GHT, au départ, il y avait un certain nombre d'établissements qui avaient plusieurs solutions de SSO. On essaye de tous converger vers la même, dont certains qui utilisaient déjà ILEX depuis près de 20 ans, comme Montpellier. Ok, et donc plus spécifiquement sur Arles, donc Arles et lauréat Hospi Connect. Alors je me souviens plus combien il y a de lauréats, Kylian, je crois que c'était 15 au départ, mais que maintenant il y en a un peu moins, 13. Donc c'est vraiment une chance pour nous d'avoir été sélectionnés dans ce projet. Bon, Arles, après, c'est un établissement général avec du MCO, de la psy, qui est un peu une spécificité quand même pour certains généraux, et le reste des services habituels. Environ un peu plus de 600 lits. On a 13 sites parce qu'il y a de la psychiatrie, 1350 pros, forcément les hôpitaux de Provence, j'en ai parlé. Et donc des contraintes, je pense un petit peu comme tout le monde, de contrôle des accès physiques, de contrôle des accès logiques, et bien sûr des volumes d'arrivée-départ importants, du turnover, du vacataire, de l'intérimaire. J'imagine comme la quasi-totalité des établissements de France, mais pas tous. Tout bon. Alors, du coup, spécifiquement, les contraintes, nous, qu'on a voulu adresser avec le projet. En fait, je pense que là-dedans, vous allez retrouver un certain nombre de contraintes que vous pouvez tous avoir dans vos établissements. On a des mots de passe qui sont de plus en plus longs. Il y a quelques années, 4-5 ans, c'était peut-être 8 qui étaient fonctionnels, avec l'ensemble des cyberattaques qui se sont déroulées 2020, 2021, 2022, dont Arles en 2021, dans le top 3 des premiers à subir une cyberattaque majeure. Il faut maintenant mettre des mots de passe de plus en plus longs, mais ce n'est pas utilisable. Ça ne l'était pas il y a 5 ans, ça ne l'est pas encore plus aujourd'hui. Et plus on va les mettre longs, et plus ils sont sur les écrans, même si la CNIL nous autorise à maintenant mettre des durées beaucoup plus longues. Ce n'est pas pour ça que forcément ils ne vont pas être écrits, les agents, au bout d'un moment, qui ici dans la salle utilise un mot de passe à 15 caractères pour protéger sa boîte mail. Donc il y a des solutions pour ça, mais on veut adresser cette contrainte dans ce projet. On a aussi des contraintes d'accès rapide, puisque les agents ils sont sur plusieurs postes, notamment dans les unités de soins. Ils vont passer de la salle de soins, ils vont aller sur le chariot dans la chambre, le médecin il va passer de la consulte, ensuite il va aller au bloc si c'est un chir, il va retourner en consulte peut-être derrière, il va monter en hospice. Donc à chaque fois, cet utilisateur-là, il a besoin de se balader, de récupérer ses données, que ce soit rapide et facile de se connecter, de se déplacer. Typiquement, le cas dont le plus clair, c'est l'agent aux urgences qui va passer de box en box pour aller voir les patients. Donc d'abord peut-être l'infirmier, ensuite le médecin, puis l'infirmier revient. Donc il y a vraiment cette contrainte de mobilité qu'on a un petit peu partout. Ensuite, nous, et je pense que c'est pareil un peu partout, désormais, ça c'est vrai depuis un peu, moi je trouve, de mon point de vue, depuis un an, il y a des grosses attentes d'usage de mon espace santé. Avant, on était poussé à alimenter mon espace santé, Open, SegurVac 1, mais là aujourd'hui, maintenant, c'est les patients qui viennent demander à nos professionnels pourquoi c'est pas dans mon espace santé. Ça, je sais que mon libéral m'a posé tel document dans mon espace santé, donc forcément, ça amène une demande de nos professionnels de pouvoir accéder à cet outil. Et on sait que cet outil-là,
il a un besoin de haut niveau d'identité certifiée, et du coup qu'ils sont en authentification multifacteur. Donc ça amène une contrainte. On a un appel contextuel dans notre DPI pour aller vers le DMP, mais du coup il faut se réauthentifier, c'est pas le même identifiant, c'est pas le même mot de passe. Il y a le multifacteur aussi pour se connecter. Des circuits arrivée-départ avec de plus en plus d'applications métiers, ça aussi je pense que c'est fréquent. Il y a de plus en plus d'applis. Aujourd'hui, si on parle des DM numériques, les DMN, nous en cardiologie sur Arles, on n'est pas un très très gros établissement, on a déjà 5 logiciels pour gérer les piles de pacemaker. Donc, et ça c'est qu'en cardiologie, on va le retrouver dans chaque spécialité. Il y a de plus en plus de logiciels, ils sont de plus en plus facilement accessibles parce qu'ils sont offerts si vous vendez tel DM, enfin si vous posez tel DM, si vous posez tel DM au patient, ben, vous l'avez, ou les lecteurs de glycémie qui sont posés par la ville mais qui sont nécessaires côté hôpital pour venir, pour les lire et pour faire les suivis des patients. Donc il y a de plus en plus de logiciels et donc il faut arriver à intégrer tout ça et garder des circuits arrivée-départ qui soient cohérents, corrects et qui ne nécessitent pas des ressources humaines pour arriver à créer et à retirer ces comptes. Les authentifications multifacteurs, là aussi, encore une fois, je pense qu'on est tous confrontés à la même chose. C'est quasiment chaque outil maintenant qui a son type d'authentification multifacteur. Il y en a un, ça va être mobile avec un OTP, l'autre, ça va être par mail. Nous, notre prise de rendez-vous en ligne, par exemple, c'est par mail. D'autres, c'est du SMS. D'autres, comme j'en parlais tout à l'heure pour l'authentification ProSanté Connect, c'est une carte. Donc ça, pour nos utilisateurs, nos professionnels de santé, c'est une très très grosse contrainte parce que le téléphone, ça veut dire téléphone perso ou alors ça veut dire l'hôpital doit fournir un téléphone. Qu'est-ce que finalement, pour accéder à son outil nécessaire pour la prise en charge qui est censé être fourni par l'établissement, il faut que j'utilise mon téléphone perso. Alors oui, on a le BYOD, amenez votre propre périphérique, mais on sait que chez nous, dans le service public, ça passe pas toujours très très bien. Alors il y en a qui arrivent très bien, d'autres qui arrivent moins bien. Donc on a quand même ces contraintes de multifacteurs à prendre en compte. Et aussi disposer, nous, on voulait disposer d'une seule carte d'authentification pour les accès physiques et logiques. Parce que c'est quand même beaucoup plus pratique d'aller au self et de payer avec sa carte d'établissement, d'ouvrir le portail avec la même et d'ouvrir les ordis ensuite avec la même. Donc là, tout ça, c'est des contraintes que je pense on a à peu près tous probablement. Et surtout, il y a plein de solutions pour y répondre. Il y en a déjà qui, par exemple, les accès bureau à distance pour permettre la mobilité entre les postes, ça fait des années que ça existe. Ce n'est pas une nouveauté. Nous, ce qu'on a fait avec HospiConnect, c'est qu'on a utilisé ça comme levier pour répondre en fait, à tous ces éléments et proposer un package complet qui inclut de la technique avec du bureau à distance, que Kylian vous montrera, de la création automatique de comptes, de la gestion du circuit arrivée-départ avec l'IAM, de la connexion tout automatisée avec le SSO, de l'enregistrement de cartes avec un système de gestion de cartes comme le CMS d'Ilex. Donc voilà, c'est un ensemble qu'on a adressé et dans le cadre d'HospiConnect, on est venu se greffer en plus à ProSanté Connect. Enfin, on est venu se greffer. On est en cours de greffe, il y a eu quelques rejets parce que c'est vraiment très... Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait fonctionnel, ni côté ANS, ni côté ILEX, parce que c'est vraiment des technologies qui sont récentes et à développer. On est vraiment en cours de greffe, mais c'est l'idée au final qu'à partir du moment où l'utilisateur est authentifié chez nous, il bénéficie que sur tous les services numériques sensibles d'un accès sans réauthentification, parce qu'on l'aura, nous, vérifié chez nous au départ. Ça peut faire crier un petit peu les RSSI. Pourquoi ? Parce que forcément, si c'est nous qui vérifions l'identité au départ, ça amène des concepts d'identité dite substantielle. Donc voilà, ça c'est des concepts côté ANSI, côté même gestion des identités. Donc des circuits de vérification d'identité des agents avant de leur remettre leur carte, des validations d'identité, donc des lectures de cartes, enfin des vérifications de cartes d'identité. Donc voilà, je pense que je vous ai dressé un peu le tableau. Kylian va vous faire la démonstration de comment on a voulu y répondre. Et on y reviendra ensuite. Donc on va passer à la démonstration. Juste avant de passer à la démonstration, je vais juste remettre un petit point, en tout cas sur le contexte d'Arles. Donc on a pris 2 services de test. Un service de jour qui est en 7h, 19h pour commencer à tester la solution pour être sûr que tout fonctionne. Et ensuite, un service des urgences. Parce que les urgences, c'est le 24-24, 7-7.
On se dit, si on arrive à passer le jour et le 24/7/7, on arrivera à faire une généralisation plutôt propre. Autre chose, on se sert du coup d'une technologie qui s'appelle le Deathfire. Thomas en a parlé tout à l'heure. Pourquoi du Deathfire? En fait, ça va permettre d'éviter à une personne de reproduire la carte. Le Deathfire, en fait, vous écrivez une application sur une petite carte. Donc là, j'ai les deux. J'ai soit les nouvelles cartes CPS qui vont être distribuées à partir de début d'année prochaine, qui sont les CPS V4, soit une carte blanche type Deathfire. On vient écrire une application dessus. La carte devient, dans la logique, si elle est bien implémentée, un héroproductique. Donc en fait, ça nous permet, nous, de faire en fait ce qu'on appelle de la cybersécurité positive. Qu'est-ce qu'on entend par ce mot? C'est en fait, on permet à l'utilisateur de se connecter avec un mot de passe plus faible, entre guillemets, mais en échange, on lui dit, toutes les 4 heures, tu dois avoir ta carte et ton mot de passe pour te connecter. Ce que je vais vous montrer à la présentation. Et pendant 4 heures, tu peux te connecter où tu veux avec ta carte, du moment qu'il y a un poste à carte, et tu auras tes accès. Juste, donc il fait, en fait, la finalité, c'est qu'il fait une authentification multifacteur transparente. Comme on a l'application qui est sur la carte Deathfire, on a un facteur d'authentification qui est la carte, et il va utiliser son mot de passe pour faire le deuxième. Et c'est ce que va vous montrer Kylian. Mais pour l'utilisateur final, en fait, c'est totalement transparent qu'il est en 2FA, et c'est en ça aussi qu'on est en cybersécurité positive, il ne voit pas la différence. Hop. Donc pour commencer, je vais badger ma carte. Alors, à savoir aussi que là, je suis connecté à l'hôpital en distance. Donc, il peut y avoir quelques petites latences, mais bon, voilà, c'est que là, je suis à travers le VPN. Donc, j'ai badgé ma carte. C'est la première fois que je me connecte de la journée. Je mets mon mot de passe. Mot de passe Active Directory. Mot de passe Active Directory. Ça me connecte sur une session kiosque. Ça va me démarrer le bureau distant. C'est là où je disais c'est un peu long quand on est à distance, parce qu'on se connecte vraiment sur la ferme de semi-production sur lesquelles sont les gens qui sont en test. Et j'arrive juste avant la préparation, on avait préparé une petite vidéo pour vous montrer qu'on arrive bien là où on avait laissé le poste. Pour vous détendre. Je vais vous montrer la mobilité, je vais passer l'HDMI sur l'autre PC. À savoir que sur le poste là, je vais volontairement pas me déconnecter pour vous montrer ensuite que même si l'agent oublie de se déconnecter, on va avoir en fait la session à côté qui va fermer la session principale. Du coup, on vous laisse le petit... Hop. Je badge. Il m'a pas demandé mon mot de passe parce que je me suis déjà authentifié sur le poste d'avant. Là, c'est un peu long. Je lance ma session distante. Ça va plus vite chez nous. Vous récupérez la vidéo pour vous détendre et dans la logique, j'ai reverrouillé la session pour que la personne qui puisse passer après puisse se connecter. Sachant que même si jamais je ne me suis pas déconnecté, n'importe qui vient et qui badge derrière peut récupérer la session. Là, c'est vraiment une sécurité en cas d'oubli de verrouillage de session de l'utilisateur en partant du bureau pour que quand il se connecte autre part, ça reverrouille la session. Sachant qu'on a des temporalités d'à peu près 5 minutes pour verrouiller une session quand l'utilisateur n'est pas connecté. Donc moi, là, sur celui-là, si je passe ma carte, bon, la mienne, elle ne sert jamais, comme vous imaginez bien, mais si je passe ma carte, il va me redemander de la même façon que Kylian et ça m'ouvrirait ma session pour accéder au système. L'avantage, c'est qu'on peut avoir des agents qui se baladent sur le même poste, qui passent leur carte, qui récupèrent leur session. On peut imaginer des réunions de cadres dans un bureau ou je sais pas, le médecin qui fait la prescription, l'infirmier qui passe derrière pour signer une administration. On a ce genre de cas d'usage-là, par exemple, qui se développe plutôt pas mal. Vous voulez que je vous donne le HDMI pour montrer avec votre carte ? Non. Autre chose, je vais vous montrer du coup sur la partie DPI, parce que là c'est sympa, on donne la mobilité à l'utilisateur, mais on est quand même dans un contexte où on veut donner de la mobilité et du SSO. Donc je vais vous montrer, je suis obligé de me connecter du coup sur la session principale pour vous le montrer. Hop. Donc on est connecté en OpenID Connect avec notre DPI. Et comment ça se présente pour l'utilisateur? Donc, on va démarrer le navigateur. Si je démarre le bon, c'est mieux. Hop là.
Peut-être le temps qui démarre le système. Donc l'OpenID Connect, c'est les dernières normes d'authentification des applications pour se connecter en fait à un annuaire d'entreprise. Du coup, ça remplace ce qu'on avait historiquement, ce qu'on appelait les connecteurs LDAP ou les connecteurs AD. Et ces dernières normes-là, elles ont été implémentées obligatoirement par les éditeurs quand ils ont été Ségur Vague 1. C'est au Ségur Vague 1, ils ont été obligés d'implémenter cette dernière norme. Pourquoi ? Parce que ProSanté Connect utilise cette norme. Donc, nous, on est allé voir notre éditeur de dossier patient, on leur a dit, bon, vous le faites déjà, il suffit qu'on puisse mettre nos chemins et ça fonctionne derrière. Donc, bon, ça a pris quelques jours, hein, vous imaginez bien, mais le discours initial était comme ça. Vous le faites déjà, finalement, donc ça va aller vite, c'est pas un développement supplémentaire. Donc, pour repartir sur la démo, vous voyez qu'en fait, sur le poste du kiosque, j'ai un agent qui est installé. Sur l'agent, on peut voir que c'est bien moi. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a écrit Kylian Grosset, donc c'est bien moi qui est vu comme étant sur la session. Ce qui me permet justement, quand j'appuie sur le bouton s'identifier avec ConnectArl, qui est le nom du projet en interne, d'arriver en fait sur notre IDP, qui est Ilex là pour le coup, et de nous connecter en fait sans coupure et sans mot de passe au niveau de notre DPI. Sachant que dans le DPI, mon mot de passe, c'est pas mon mot de passe Active Directory. C'est un mot de passe, vu qu'actuellement on n'est pas sur un connecteur LDAP, c'est un mot de passe qui n'a absolument rien à voir. Mais l'OpenID Connect nous permet en fait justement, vu que je me suis authentifié avec la carte, donc j'ai un facteur de confiance qui est supérieur au niveau où on a fixé, de dire cet utilisateur est sécurisé, je me permets de l'autoriser sans mot de passe. Si jamais je n'avais pas été authentifié, il m'aurait demandé de rentrer mes mots de passe Active Directory. C'est ça, on peut mettre en place un certain nombre de cinématiques, un petit peu celles que l'on souhaite, avec des groupes d'utilisateurs ou des profils. On pourrait imaginer que sur le poste au départ, s'ils oublient leur carte, enfin nous ce qu'on a imaginé c'est que sur le poste quand ils oublient leur carte, ils vont se connecter avec leur mot de passe Active Directory, donc forcément sans la carte ils n'auront pas la facilité de mobilité, ils devront retaper le mot de passe sur les différents postes, mais du coup derrière cette cinématique là, on leur enlève la possibilité d'aller dans le DPI de manière en SSO ou aux autres outils en SSO. On peut gérer toutes ces cinématiques avec l'outil. Et l'autre chose, on a voulu vraiment se positionner, parce que ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait pas mal de gens qui l'aient fait, c'est en fait sécuriser ses accès externes avec la ICPS. Donc, je me suis déconnecté du VPN pour être comme si j'étais à l'extérieur, et je me connecte en fait à ma page de Bastion. Donc, je vais me connecter avec mes identifiants Active Directory, toujours. Il faut préciser que c'est une page du SSO qu'on attaque. Oui. Là, on attaque vraiment la page de SSO qui nous est donnée à travers le Bastion. Et là, on voit que pour les besoins de test, moi, j'ai deux accès différents. J'ai soit un OTP mobile qui est tout simplement un Google Authenticator, soit sinon, on a ce que nous, on veut mettre en place pour nos praticiens, qui est la ICPS. Donc, en fait, on est interconnecté avec ProSanté Connect pour avoir le droit de fédération sur cette partie-là. Donc, je vais y cliquer dessus. Il va me demander comment je veux m'authentifier. Je vais lui dire que je vais utiliser ma ICPS. Donc, avec l'appel à projet, ils ont créé quelque chose qui s'appelle le RPPS+. Le RPPS+, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait de nous permettre à nous, établissements, d'enregistrer les praticiens qui ne sont pas à ordre, tels que les AS, les AMA, les brancardiers et toute autre profession comme ça, de leur donner en fait l'habilitation dans le futur, selon la matrice qu'ils auront définie, au logiciel ProSanté Connect. Donc, moi, j'en ai bénéficié pour les tests. Donc, je vais rentrer mon RPPS. Donc ça, je pense que c'est important. On y reviendra un petit peu après sur le RPPS+. Donc, on savait qu'il y avait la limitation RPPS avec les professions à ordre. Là, il nous rajoute le RPPS+, pour enregistrer tout ce qui n'est pas à ordre. L'avantage, c'est que l'agent, il va être enregistré en son nom. Ça devient un professionnel de santé qui ne va pas forcément apparaître sur l'annuaire santé.fr comme toutes les professions à ordre, mais en tout cas, c'est en nominatif. Pour s'enregistrer sur leur RPPS+, d'ailleurs, on a testé dans Hospi Connect que les agents utilisent France Connect pour pouvoir faire leur demande de RPPS. Donc ça, c'est quelque chose de... C'est quand même un gros changement. Parce qu'après, la carte CPS V4 en RPPS+, elle appartient à l'agent. Elle appartient plus à la structure. Tout à l'heure, on parlait de TOM, qui est le système pour commander les cartes CPS V3. Les cartes CPS V3, pour ces agents-là qui ne sont pas à ordre, elles appartiennent à l'établissement, puisque ce sont des CPE, cartes de professionnels d'établissement. Là, la CPS V4 en RPPS+, ça devient un petit peu comme une carte CPS de médecin. Il peut l'utiliser sur différents sites.
C'est pour ça que nous, on aime aussi cette solution-là, notamment pour l'accès externe, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur j'amène mon propre périphérique à l'hôpital. Comme c'est sa carte CPS à lui, comme c'est son profil à lui, certes, il travaille à l'hôpital, mais c'est son profil, c'est son IRPPS à lui, à l'agent, donc c'est son téléphone personnel. Bon, ça, c'est l'idée. Ça ne passe pas forcément très bien avec tout le monde, mais dans l'idée, c'est un peu le fond. Il faut arriver à le faire comprendre. Donc, sur mon téléphone, du coup, au préalable, j'avais enregistré ma ICPS. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien, mais en fait, j'ai une application comme ça, ICPS. Donc, je m'y connecte. J'ai reçu une notification qui me demande de taper, comme vous avez sur plein d'OTP, le même chiffre qui m'affiche. Et si je le renseigne, vous allez voir qu'en fait, je vais être redirigé directement au niveau, dans un premier temps, du bastion. Et dans un second temps, si jamais je viens ici et que j'utilise le bureau qu'on retrouve lancé avec les cartes, c'est un peu long. Je vais meubler. On ouvre la session et dans la logique, je retrouve, mon feu. comme tout à l'heure, avec le petit feu. Super. Ok, alors du coup, ce qu'on n'a pas pu vous montrer là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la connectivité, ce qu'on appelle, alors le terme, c'est le fournisseur d'identité tiers, le FI tiers de l'ANS. Dans le programme HospiConnect, on avait 3 cibles principales. Il y avait la première, c'était, je me souviens plus, de faire du SSO. La deuxième, c'était l'IAM. Et la troisième... Ouais, la première, c'était la double authentification sur le DPI. Voilà, c'est ça. La deuxième, c'était faciliter les accès des utilisateurs au DPI, donc leur enlever en fait le mot de passe de connexion. Et la cible 3, c'est généralisation aux applications métiers et délégation, en fait, délégation d'identité avec ProSanté Connect. Donc là, on peut vous montrer notre appel contextuel dans le DPI qui ouvre le DMP, mais il faut se réauthentifier actuellement parce que la connectivité entre ProSanté Connect et ILEX, elle n'est pas finalisée. Donc, du coup, on n'a pas l'effet sans réauthentification actuellement dans ProSanté Connect. C'est en train de se finaliser. Les contraintes techniques, on passe de bac à sable ensuite à production. Donc ça, on ne peut pas vous faire la démo, mais c'est inclus dans le programme HospiConnect. Je vais juste préciser que c'est pas technique pour moi, c'est le process avec l'ANS où on n'a pas encore été jusqu'au bout pour avoir l'homologation FI tiers. Donc ça marche en bac à sable, ça marche pas en prod pour l'instant. On a fini pour la démo, donc je vais repartir sur PowerPoint. Donc, on a fait un petit slide pour rappeler un peu les points clés du projet. Donc, c'est un peu ce que j'ai montré en démo. Donc, déverrouillage de la session avec du sans contact sur une carte non reproductible avec du Deathfire. On vous a montré du coup soit CPS, soit carte blanche. Lancement automatique des bureaux à distance pour avoir justement la mobilité. Les applications fédérées comme on a par exemple en SAML pour les accès distants ou en OpenID Connect avec le DPI. Une durée de session de 4 heures que je ne vous ai pas montré là parce qu'on n'a pas 4 heures devant nous pour que je vous montre que ça me désenrôle bien. Je vous prie de me croire. Et enfin, l'utilisation de la ICPS pour les accès distants pour pouvoir permettre n'importe quel professionnel de santé ou même intérimaire, vu que nos intérimaires sont inscrits au RPPS, pour leur donner les accès à distance de manière sans avoir à gérer, nous, de notre côté, la double authentification. Donc, comme je disais un petit peu tout à l'heure, au début, sur la partie enjeu, en fait, c'est que des outils qui existent déjà dans les établissements. On a fait un package, on a pris là, vous avez, pour ceux qui l'auront reconnu, c'était un système Citrix derrière, mais avec d'autres établissements, on l'a fait avec Microsoft RDS. C'est un IAM SSO, bon là notamment pour le GHT13 c'est ILEX, mais ça fonctionne avec d'autres. Et la carte CPS, voilà, tout le monde peut la commander gratuitement puisque les cartes blanches qu'on a là elles coûtent 12 €, donc faut en profiter quoi. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe aux étapes clés? D'abord, on peut prendre peut-être une ou deux questions si vous voulez après la démo, sinon on enchaîne. Hein,
Ok. On va enchaîner. Donc, à savoir, le projet HospiConnect, ça a été un projet technique, certes, mais ça n'a pas été le principal. D'abord, en fait, ce qu'il a fallu définir, c'est d'abord quel MIE, donc le moyen d'identification qu'on allait utiliser. Ensuite, ça a été de travailler en fait sur tout ce qui est les données utilisateurs. Donc, on va dire tout ce qui est annuaire RH, annuaire Active Directory, tout ce qui est matrice d'habilitation. Ça va être en fait tout ce qui est la gestion d'identité qui vraiment est un projet qui est... ça va être le gros projet dans le projet, c'est-à-dire que ça va être ce qui, moi, je pense, nous a pris sur Arles le plus de temps. Ça veut dire être sûr de qui on adhère tel matricule, qui a le droit à quoi, et être sûr que quand on fasse une réconciliation, on ne casse pas absolument toutes nos applications. Ensuite, ce qui nous a été utile, ça a été d'impliquer très très tôt, que ce soit les prestataires comme ILEX et le MIPI, mais aussi tout le personnel comme les deux cadres qui ont été choisis pour l'appel à projet, donc cadre de l'UCA et cadre des urgences, mais aussi les RH et le BAM, parce que ça a été quand même le gros travail du début, ça a été de refaire en fait tout ce qui est ces annuaires-là pour être sûr pour qu'on soit bien réconciliés. Et enfin, l'accompagnement au changement côté utilisateur, parce que comme vous a dit Thomas tout à l'heure, pour le RPPS+, il a fallu que les agents se connectent avec du France Connect sur un portail gouvernemental. Mais quand c'est l'hôpital qui veut demander d'utiliser du France Connect, c'est pas forcément toujours facile de comprendre pour quelle raison. Donc accompagner l'agent, lui expliquer en fait pourquoi c'est comme ça, que c'est pas l'hôpital qui récupère ces informations et que c'est vraiment un site du gouvernement, comme s'il se connectait pour ses impôts ou quelque chose comme ça. Donc ça a été vraiment... il a fallu que j'accompagne les utilisateurs, que j'allais voir dans les services pour les premiers, que je les aide à les enrôler. Ensuite, on a eu des procédures. Mais même avec les procédures, c'est toujours un peu une peur de pourquoi l'hôpital veut mon France Connect qui est pour mes impôts. C'est compliqué de leur faire oublier que c'est pas nous derrière. Mais par contre, alors moi au début, cette phase-là où l'agent va s'enregistrer tout seul au RPPS+, je n'y croyais absolument pas. On a un groupe privé qui s'appelle ADEF Résidence qui avait déjà fait l'effort d'enregistrer au RPPS+, la quasi-totalité de ses agents qui nous en avait parlé lors des phases initiales d'HospiConnect. Et donc on savait que c'était possible. Et là, rétrospectivement, en fait, finalement, là, c'était beaucoup d'AS là, dont parle Kylian. Elles se sont enregistrées et bon, après il y a peut-être l'effet projet et tout ça. On va voir, là on va attaquer maintenant la phase de généralisation, donc on en saura plus d'ici 12 mois environ sur la finalisation complète de l'hôpital. Mais ils l'ont fait et assez facilement finalement. Après, bien sûr, Kylian est très convaincant, mais ça aide. C'est ça a été en fait un gros travail de leur montrer qu'est-ce qu'il fallait qu'elles fassent et surtout pourquoi c'était le fait d'avoir en fait la facilitation de se connecter derrière aux applications métiers. Je pense que c'est quand même facilitateur dans ce genre de projet. Là où du coup on a deux petits points de vigilance, c'est anticiper le mode dégradé, c'est-à-dire que si jamais j'oublie ma carte, comment je me connecte, si jamais j'ai un agent qui arrive le vendredi soir pour bosser le vendredi soir et j'ai personne pour créer le compte, comment l'agent peut se connecter. Moi, je suis pas là le week-end pour enrôler les cartes et les distribuer. Donc le week-end, si quelqu'un arrive, qui sait qui les enrôle? Parce que je veux bien venir, mais arriver à un moment, ça va être compliqué s'il faut le faire tous les week-ends. Et voilà, c'est tout ce mode dégradé, c'est les vacataires, les hublots, les choses comme ça qu'on peut avoir dans un établissement de santé. Comment on les gère? Donc on a déjà quelques pistes comme la ICPS, créer des formulaires destinés aux cadres, des choses comme ça. Mais on y a pensé un peu au début du projet, mais bon voilà... Il faut réfléchir. Et ensuite, c'était surtout le point efficace. Parce que comme on l'a dit, c'est des grosses démarches. Il faut créer des choses qui ne sont pas du tout faites à la base pour les hôpitaux. Ils nous demandent d'aller sur un portail qui s'appelle Industriel Santé, alors qu'on est des établissements de santé. Il faut arriver à se faire inscrire là-dedans. La démarche est encore un peu compliquée. Elle l'était, mais c'est vrai que nous, au début, quand on a démarré, c'était en juin 2024. Juin 2024. Il n'y avait rien qui existait. Ça portait bien son nom. En informatique, quand on est en phase alpha, c'est vraiment la base de la base. C'est limite si quand on clique, l'ordinateur ne s'éteint pas. Donc on était vraiment dans cette phase initiale très très expérimentale. On y est encore un petit peu pour certains sujets et on y reviendra après sur les perspectives tout à l'heure. Mais globalement, ça s'est industrialisé. Et maintenant, on a des formulaires qui sont adaptés. Je ne suis plus obligé de donner des papiers. Je ne sais plus ce qu'ils m'avaient demandé comme papier qui était pour les industriels pour pouvoir m'enregistrer sur la plateforme pour faire la demande. Donc voilà, ça progresse petit à petit aussi côté ANS. C'était l'intérêt aussi de cette phase alpha avant généralisation.
Donc au niveau de la roadmap, en tout cas, HospiConnect, sur nous, notre partie de fin du programme, comme on vous a dit, on est sur une phase de généralisation, hormis pour la partie FICA. Donc voilà, on est plutôt bien. Il reste encore le DPI où comme vous avez vu, on est bien. Maintenant, il faut le déployer sur la... Nous, on considère qu'il faut environ 3 semaines pour déployer un service de soins standard de 25 lits, 3 semaines enregistrement des agents, récupération des cartes. On change tous les PC à ce moment-là parce que c'est quand même beaucoup plus pratique pour les équipes. Elles peuvent déployer d'un coup l'ensemble des postes de travail et ensuite on installe. Donc c'est 3 semaines de durée, mais de manière opérationnelle, on est sur à peu près 3 jours, si j'arrondis un petit peu, 3 jours par service de soins. Moi, comme je n'ai pas des équipes ultra extensibles sur Arles, on fait à peu près 3 semaines de service. On en a 26 à faire désormais. Donc ça va nous prendre un peu plus d'1 an, mais on va essayer quand même d'aller plus vite que ça. Moi, je compte environ 1 an pour finaliser le projet sur l'ensemble du médico-soignant. Pour l'avoir déjà fait le même système, mais pas avec le même niveau de sécurité dans 2 autres établissements, le même principe général, ça se fait assez bien et en 12 mois, on peut déployer tout un hôpital. Et pourquoi on dit 3 semaines, c'est qu'on aime bien, quand on déploie dans le service, d'avoir déployé l'application un peu maître du service en SSO. Comme ça, on ne leur apporte pas juste la carte, on leur apporte la carte plus leur logiciel principal en SSO. Comme ça, ça permet de faciliter le temps que le reste arrive. Pour la partie vraiment HospiConnect, phase de généralisation, même nous en tant que lauréat, on n'a pas trop d'infos. On sait que nous, la phase de alpha finit le 31 octobre. Donc il faut qu'au 31 octobre, tous les dossiers soient envoyés. Après, même l'ANS, de ce que j'ai compris, ils n'ont pas trop répondu dans les mails qu'on a envoyés. Je pense qu'ils ne savent pas trop non plus pour l'instant s'il va y avoir une phase bêta, s'il va y avoir la phase de généralisation directe, mais bon... On sait que va y avoir, ça va être généralisé, mais l'instabilité gouvernementale dans tous les projets qui comportent la DNS et l'ANS n'aide pas du tout à avoir une vision claire du futur. On le voit très bien. Là, sur le dernier appel à projet périnatalité, il est sorti très vite pour pouvoir, sur des délégations budgétaires, qu'il faut très vite consommer parce qu'on sait qu'après, on ne sait pas après ce que ça va donner, quoi. Donc voilà, donc on a mis les coordonnées de Florent Cato qui est le chef de projet côté ANS, mais on n'en sait pas plus. Sur la roadmap, c'était messieurs, je crois. Ouais, sur la roadmap ILEX, on ne voyait rien de technique concernant OpenID Connect. Tout simplement, c'est un standard qui est natif dans la solution depuis peut-être déjà une dizaine d'années. France Connect, c'est utilisé dans la solution depuis très longtemps. Et donc, à l'arrivée de ProSanté Connect, vu qu'il s'appuie sur le même standard, techniquement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Je parle techniquement côté R&D ILEX. Maintenant, le processus d'homologation pour être reconnu comme FI-tiers pour les établissements qui utiliseront notre solution, il est en cours de validation côté ANS. En termes d'intégration des API TOM, donc on a déjà fait j'y ai même participé à un atelier technique avec le responsable projet TOM côté ANS. On avance, les devs sont démarrés chez nous. Donc il y aura le connecteur qui va apparaître dans la solution de gestion d'identité. Comme ça, dans le circuit d'arrivée d'un agent, la commande sera faite automatiquement de sa carte, si vous le souhaitez, si vous le configurez, et vous n'aurez plus à vous connecter sur le portail TOM, vous authentifiez votre carte CPE pour demander une carte pour vos agents. On va aller plus loin que la simple commande de carte. On aura la révocation de la carte, ça veut dire à son départ, on va révoquer sa carte qui est au nom de votre établissement. On va permettre la mise à jour des cartes pour le renouvellement de certificats et aussi la récupération de l'ensemble de la liste des cartes à vous qui sont générées au nom de votre centre hospitalier. Et on a déjà commencé à discuter avec l'ANS pour intégrer les API V4 quand elles seront en prod. On nous a parlé de début 2026. Peut-être je peux faire un point, Nizar, si tu veux, sur les API CPS V4. Je pense que c'est important parce que c'est surtout côté DRH qu'on va avoir un intérêt, et aussi pour la commande des MIE. L'idée aujourd'hui, c'est que quand un agent arrive à l'hôpital et qu'il est à ordre, il faut venir mettre à jour son activité il faut envoyer, je ne sais pas exactement comment ça marche, on envoie un mail à l'ARS qui va dire que maintenant il travaille sur l'hôpital d'Arles, par exemple pour un infirmier, et ça va pouvoir mettre à jour son annuaire santé.fr. Donc là, l'idée maintenant, c'est que par IAM, quand l'agent est enregistré à l'ARH, ça vient mettre à jour l'info nationale
comme quoi l'agent il travaille sur ARD, donc ça met à jour ses activités. Pareil pour les médecins et toutes les professions à ordre, et forcément aussi pour l'RPPS+. On a la commande de MIE en V4 qui pourra se faire aussi à travers ces API. Voilà. C'est nouveau parce que la CPS V4, on devait l'avoir au 1er janvier 2025. Elle a été décalée au 1er janvier 2026. Et ces API, on devait les avoir mi-2025 et on les aura mi-2026 aussi. Donc je ne peux pas trop vous en dire parce qu'on a eu la première démo, mais je sais que les éditeurs ils travaillent avec l'ANS. Alors moi, je voulais finir par une petite remarque. Là, on a beaucoup parlé de avoir une solution qui soit efficace. Sur ce sujet, il y a aussi le trinôme, c'est HDARL, ILEX et NumiFrance. Et NumiFrance, au milieu, vu leur proximité avec l'ANS, nous a aussi facilité la vie là-dessus en nous donnant toujours les bons entrants, les bonnes personnes. Et donc ça aussi, ça a son importance. C'est-à-dire qu'avec NumiFrance, on a aussi le bon lobbying, les bonnes adresses et les bonnes personnes, les bons interlocuteurs pour faire avancer ce type de sujet, surtout dans un contexte d'un lauréat alpha d'OSPI Connect. Donc, on peut applaudir vos collègues parce qu'ils ont eu... J'allais dire pour deux choses. Ils ont eu le courage de faire une démo. Je suis avant-vente, ça fait 20 ans que je fais ça. Je sais que ce n'est pas facile de prendre ce risque-là. Et deuxièmement, ils essuient les plâtres avec cet alpha et ils facilitent l'enrôlement des futurs CH, donc pour vous, pour plus tard. On va passer aux questions, donc n'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions. Profitez de leur expérience sur le sujet. Vincent Regnault, DSI du groupe hospitalier du Havre. 3 questions au trinôme. La première, on a une démonstration, merci pour cette démonstration d'ailleurs très, très pertinente, qui s'appuie quand même sur Citrix, où vous l'avez très bien dit, avec RDS. Est-ce qu'un parc conséquent de clients lourds, on est capable d'appliquer cette organisation? Première question. La deuxième, c'est l'expérience Connect ID. Alors ça, c'est plutôt pour NumiFrance. Est-ce que vous avez une expérience de DPI sillage avec ce style de connexion? Et la troisième, est-ce qu'on peut aller sur du provisioning de compte? On sait que c'est parfois très complexe dans les directions informatiques, particulièrement avec le dossier patient. Merci. Ok, je prends la première, Kylian prendra la dernière. Oui, alors, nous, dans notre cas d'usage, on adresse du poste itinérant. Donc, c'est pour ça qu'il faut une techno derrière qui fait de l'itinérance, comme Citrix, RDS, ou alors il y a d'autres solutions, hein, Horizon, Systentia, il y en a plein qui font de l'accès. Mais ça marche aussi en client lourd. Simplement, on ne bénéficie pas, on ne récupère pas le bureau. Et donc, du coup, il faut relancer les applications. Mais voilà, technologiquement, pour un client lourd, ça ne change rien. Si on veut lancer généralement les systèmes d'imagerie, les PACS, ils sont en client lourd, eh ben, ils auront le même principe pour ouvrir leur PACS et ça se connectera tout seul, mais ils ne récupéreront pas de l'autre côté. Tu veux peut-être dire un mot sur c'était sillage là dessus? Oui. Tu pouvais aussi. Alors, sur la partie DPI sillage, effectivement, chez NumiFrance, on est actuellement en échange avec les équipes. Et effectivement, j'ai convié Nizar justement pour travailler avec les équipes et travailler autour d'OpenID Connect avec Sillage. Effectivement, Sillage sera compatible OpenID Connect avec la version 24.2 que vous connaissez tous pour ceux qui ont Sillage et qui devrait arriver dans pas très longtemps. Et donc là, aujourd'hui, on est en cours de validation. Alors, on est bien avancé sur les validations sur cette partie OpenID Connect au travers Sillage. Ce qu'on imagine et ce qu'on aimerait faire, c'est de créer un package sur le fonctionnement, sur les cas d'usage, pour permettre aux établissements de récupérer facilement finalement ces fonctionnalités autour d'OpenID Connect avec Sillage, avec des MIE qui tourneraient autour de la CPS, de la ICPS, pourquoi pas. Évidemment qu'on pourra venir compléter ces MIE, mais en tout cas c'est l'objectif qu'on prend et c'est ce qu'on souhaite pour nos établissements et que ça aille assez vite à mettre en place. Tu veux peut-être ajouter un mot? Ouais, je vais juste rajouter qu'on a déjà validé techniquement le fonctionnement, où en clic pour accéder à Sillage, ça renvoie sur Sign & Go.
parce qu'il devient fournisseur d'identité pour siège en OpenID Connect. Ça renvoie sur Sign & Go une fois qu'on s'est authentifié, soit via CPS, ICPS ou autre moyen d'authentification. On rentre dans siège de manière transparente. Mais c'est la bêta, donc ça va arriver, comme disait Guillaume. Alors, je ne m'engagerai pas sur le planning, mais ça arrivera. Et je vais prendre le dernier point, du coup, qui était le provisioning de compte. C'est vrai que j'en ai parlé juste brièvement juste avant la démonstration. La cible 2 nous demande aussi de mettre en place un IAM pour provisionner les comptes dans le DPI. Nous, sur Axigate, on a la chance, mais je pense que c'est préparé sur tous les DPI, d'avoir une API qui nous permet de créer les comptes. Donc, on est en semi-production, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est moi qui lance le provisioning des comptes à la main pour être sûr que tout se passe bien. Mais derrière, avec une matrice d'habilitation, on arrive à créer les comptes et je n'ai presque plus de soucis, à part un peu cas, comme on parlait tout à l'heure, de vacataires ou d'intérimaires qui sont un peu spécifiques. Je n'ai plus de soucis de création de compte, en tout cas pour Axigate, pour notre DPI. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Alors, je pense que ce sera surtout lié au financement. Que si le national lance le programme, ils veulent le lancer assez rapidement. Avec ce que je disais au niveau gouvernemental, s'ils ont les crédits maintenant, ils vont le lancer parce que sinon, ils les auront peut-être plus l'année prochaine. Donc ça va être, je pense qu'on est un peu dans le flou aussi à ce niveau-là. Oui, il vaut mieux attendre la CPS V4. D'avoir une solution pour commander en CPS V3 sur Tom, c'est très bien. Mais effectivement, pour être le plus future-proof, donc avoir quelque chose le plus pérenne possible, je pense qu'effectivement, il faut attendre. Moi, je vais peut-être compléter la réponse. De mon point de vue, la CPS V3, V4, VX n'est qu'un moyen de s'authentifier. Derrière ce type de projet, il y a la gestion d'identité, la gestion d'habilitation, la matrice, il y a le fait d'équiper tous vos postes, de réfléchir à tous vos autres schémas d'authentification. Donc, à mon avis, si j'ai un conseil à donner, c'est on ne va pas se bloquer sur le calendrier de sortie de la V4. Si vous avez la possibilité de démarrer votre projet, même en lotissant, vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Il vaut mieux partir. Une fois que vous avez votre projet qui tourne, même en login mot de passe dans un premier temps. Mais au moins, vous apportez de la sécurité en plus. Quand on met ce type de solution en place, on peut renforcer le password primaire parce qu'il n'y en a plus qu'un seul à retenir. Tout le reste est en SSO. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous pouvez aussi, automatiquement, vous répondre à une autre contrainte, c'est le self-service de reset de password. Ça ne sera plus à vous de le gérer. Il est géré nativement par ce type de solution. Ça vous dégagera plus de temps pour mettre en place la V4. Juste quelque chose, on est le seul lauréat qui sert de la partie Deathfire de la CPS. Tous les autres font soit avec du certificat, donc ils n'ont pas de souci avec la CPS V3, ils peuvent s'en servir, il n'y a pas de souci, soit sinon de l'OTP mobile ou des choses comme ça. On est vraiment les seuls à être partis sur la partie Deathfire, donc c'est pour ça que nous, il nous fallait la CPS V4, parce qu'il y a quelques soucis sur la puce Deathfire de CPS V3, mais sinon, si vous ne comptez pas faire du Deathfire, une CPS classique, est très très bien, ou sinon des cartes blanches. Petite question sur ce qui relève de Tom et ce qui demain relèvera de RPPS+, du portail RPPS+. Dans quel cas on utilise Tom ? Ou est-ce que demain on continuera à utiliser Tom ou tout basculera pas sur le portail RPPS+. Alors Tom, c'est les anciens web services qui permettaient de commander qu'en V3. Donc ça, de toute façon, et on ne peut commander sur Tom que de la CPE. Pour pouvoir commander de la V4, à partir du 1er janvier 2026, c'est MaCPS. On va sur le site macps.fr et c'est l'agent qui s'enregistre au RPPS+. Du coup, l'API Tom, elle sert plus, elle est obsolète, hein, on est d'accord. On est d'accord qu'elle deviendra obsolète. Alors, pourquoi on a pris le choix de quand même la faire ? Parce que techniquement, ça ne nous coûte pas énormément de jours de R&D. Deuxièmement, parce qu'on n'est pas à l'abri que la sortie de la V4 se décale. Moi, j'ai connu certains projets de l'ANS que j'ai attendu plusieurs années. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va quand même y aller, on va faire l'API parce qu'on s'est engagé auprès de certains de vos confrères
à leur fournir cette API, donc on l'a fait. Mais vous avez raison, ça deviendra obsolète à la sortie officielle des API V4. On va devoir quitter la salle parce qu'on a un autre atelier qui suit. S'il y a des questions, il est en bas. Et merci à vous tous.